Je viens de terminer le podcast Finance et Biodiversité et on a parlé de carbone, de bilan carbone d'entreprise, de stratégie. Alors stratégie c'est un vilain mot, mais comment on fait pour réduire nos émissions de CO2. Et je crois qu'on s'est dit des choses qui vont toucher un maximum de monde parce que c'est simple, c'est facile à comprendre et c'est des sujets qu'on a presque chaque semaine avec nos amis et notre famille en fait. Donc on parle de choses qui nous regardent tous, un sujet qui doit être accessible à toutes et à tous, quelle que soit la génération. Et donc j'espère que j'ai donné des clés de compréhension sur les marchés du carbone, sur ce que c'est qu'un bilan carbone, ce que c'est que la compensation carbone, pourquoi on ne peut pas être neutre et pourquoi zéro carbone c'est juste un leurre. Donc allez-y franchement et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Renaud Bétain, responsable de l'action climatique chez Sweep. Renaud est l'un des plus grands experts du marché du carbone. Dans cette interview, il nous explique ce qu'est un bilan carbone, à quoi ça sert et comment décarboner une entreprise. Il connaît aussi parfaitement bien les marchés du carbone et nous explique d'où nous venons et pourquoi les marchés du carbone connaissent une telle croissance. Vous comprendrez ce qu'est un crédit carbone, comment ça marche et pourquoi tant d'entreprises en achètent sans en avoir l'obligation. Il est tout simplement, et je pèse mes mots, passionnant. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Renaud, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît ? Bien sûr. Donc il est vrai que je m'appelle Renaud. Je suis responsable de l'action climatique chez Sweep, qui est un logiciel qui permet de piloter une stratégie, et de mettre en œuvre une stratégie carbone de grandes entreprises particulièrement. Et je travaille sur le climat depuis 2008. Je suis passé par la case ONG, le GERES, qui est une ONG basée dans le sud de la France, qui travaille sur l'accès à l'énergie. Et j'ai aiguisé mon expertise sur ce qu'on appelle la finance carbone, ou autrement dit la compensation carbone. Et je suis passé aussi par la case carbone, donc un cabinet de conseil où j'ai développé le pôle neutralité carbone et où on a essayé de mettre de l'ordre dans les revendications de neutralité carbone des entreprises. Alors, ma question va pas être facile, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on en est dans le carbone aujourd'hui ? Où on en est ? On est à plus 1,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ça c'est le premier point. L'inertie du système économique et climatique fait qu'on va vers plus 1,5 minimum, ça c'est sûr. Donc on est obligé de parler du climat en fait pour savoir où on en est d'un point de vue du carbone, parce que l'inertie est vraiment ce qui bloque l'action en fait à tout niveau. Donc ça se voit dans le climat et ça se voit dans l'économie comme je le disais, et on arrive probablement à la fin d'un cycle, un deuxième cycle je dirais. Il y a un premier cycle qui a eu un bouquet final à la COP 21, d'accord, qui était le cycle de la prise de conscience, le début de l'éducation et de la sensibilisation des acteurs sur le climat, ok. Et donc la COP 21 et l'accord de Paris, c'est une réussite de ce point de vue-là, parce qu'on a gravé dans le marbre des actions. Et puis là, il y a eu un cycle qui se termine, à mon avis, depuis 2-3 ans, qui est un cycle qui a suivi la sortie du rapport 1.5 du GIEC. Et c'est un cycle de promesses et d'engagement. Donc en fait, un cycle très politique, mais politique d'entreprise. Et parce que les promesses sont des promesses, ce qui est génial, c'est que maintenant on arrive à la fin de ce cycle et qu'on va voir la mise en œuvre. Et s'il n'y a pas de mise en œuvre,
on va pouvoir retourner voir ceux qui ont pris des engagements et leur demander des comptes. Voilà. Donc on en est à peu près là. Et alors toi, dans tout cet écosystème carbone, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'es placé? Parce que du coup, tu l'as expliqué brièvement, ça fait 13, 14, 15 ans que tu es dans le milieu. Comment tu te positionnes dans l'écosystème? Qu'est-ce que tu fais? Où toi, tu vois le plus d'intérêt, entre guillemets? C'est bien de voir cette histoire-là comme un chemin qui n'a jamais de fin. Il n'y a pas de fin, de toute façon, à l'action climat. Mais ce fameux climate journey, comme on dit en anglais, ou chemin climatique, il a plusieurs étapes qui tournent en rond, en fait. C'est des étapes, il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il y a la mesure du carbone, le footprint. Il y a la mise en œuvre concrète de réduction d'émissions. Il y a la contribution positive en dehors de ses propres frontières, quand on est une entreprise, je parle. Et puis, il y a la communication, la sensibilisation, en fait, la responsabilité vis-à-vis de ces parties prenantes. Et là, c'est vraiment comment j'éduque les autres sur ce que je fais. Moi, à l'origine, je viens de la compensation carbone et je viens surtout de ce qu'on appelle le développement bas carbone, c'est-à-dire comment on aide les populations les plus pauvres de la planète, premières touchées, moins responsables des émissions, à bénéficier de fonds, d'argent pour qu'elles se développent, pas comme nous, quoi. D'accord ? Donc ça, c'est le point de départ. Après, j'ai navigué, je suis revenu un petit peu, en passant par la case carbone 4, sur, en fait, c'est quoi un bilan carbone ? C'est quoi l'empreinte carbone ? Comment on le mesure ? Quels sont les challenges sur place, dans ce cadre-là ? Donc je suis revenu sur cet aspect-là, et forcément, quand on parle de bilan carbone, qui n'est pas une photographie qu'on met dans les toilettes, bien entourée, bien encadrée, avec un cadre en bois, évidemment. Le bilan carbone sert à réduire les émissions. Et donc forcément, on passe par la case « comment je réduis ?» en fait. Et donc, c'est quoi le système énergétique aujourd'hui dans le monde ? C'est quoi une politique d'achat responsable ? Qui je dois embarquer dans l'entreprise, etc. Donc, j'ai commencé par la fin, même si aujourd'hui, j'ai pas du tout cette vision-là. La compensation n'est pas la fin, en fait. Mais j'ai commencé à l'époque par la fin pour revenir un petit peu au début, c'est-à-dire c'est quoi le bilan carbone. Et enfin, il y a un point qui est fondamental et où j'agis notamment récemment avec des executive committees ou des comités RSE, c'est l'éducation dans l'entreprise autour du climat. C'est quoi le carbone ? C'est quoi 2 degrés ? C'est quoi une trajectoire de décarbonation ? C'est quoi un bilan carbone ? Comment je peux réduire facilement mes émissions, etc., etc. Et ça, il y a un manque cruel là-dessus. Il faut créer des ambassadeurs du climat et après leur donner les outils. Mais ça, il y a besoin aujourd'hui. Je serais très intéressé de t'entendre justement sur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone et qu'est-ce que vous faites chez Sweep ? Et puis aussi toute une partie sur qu'est-ce que c'est que le marché du carbone ? Comment il se développe selon toi ? Où il va ? C'est assez technique. Ouais, ça fait 2 belles questions. Par quoi tu veux commencer ? C'est quoi le bilan carbone ? C'est bien. Vas-y alors. Explique ce que c'est qu'un bilan carbone et puis mets-le en perspective par rapport à ce que vous faites. Alors, le bilan carbone, il a 20 ans. Et c'est important parce que 20 ans, c'est la fleur de l'âge. Et c'est un petit peu aussi le début de l'envol personnel, quoi. On sort un peu des jupons des parents et on a envie de prendre de prendre son appart pour vivre avec les potes. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour le bilan carbone. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il est resté dans les jupons de Monsieur Jancovici. Je fais court, mais... Aujourd'hui, il prend son envol dans la mesure où, jusque-là, le bilan carbone, qui est un exercice de mesure de l'empreinte carbone d'une entreprise, l'empreinte carbone étant composée d'émissions directes, mes consommations d'énergie, ma flotte automobile, mes façons de fabriquer de la chaleur, et indirectes, les clients qui viennent chez moi, qui utilisent mes produits, etc. Donc c'est cette vision-là, c'est ce que fait le bilan carbone, de façon très simple, des données d'activité, des kilowattheures, des euros, des tonnes d'acier, etc., multipliées par un ratio carbone, X grammes de CO2 par kilomètre parcouru en voiture,
X tonnes de CO2 par tonne d'acier ou d'aluminium produite, etc., etc. Donc c'est simple à faire un bilan carbone. Ça, la méthodologie n'a pas changé et elle ne va pas changer. D'accord, sur ces fameux scopes, directs et indirects, les catégories qu'on retrouve, il y en a plus d'une vingtaine dans le bilan carbone ou le GHG protocole américain. C'est quoi les catégories? Excuse-moi de te couper. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la consommation d'électricité, D'accord, ok, c'est la production de chaleur, okay, très bien. L'investissement, la catégorie numéro 15, que ce soit dans le bilan carbone ou le GHG protocole, c'est les investissements. Combien émettent de CO2 ce que j'investis chez les autres, etc., etc. L'usage des produits. Si je suis Airbus et que je vends un avion, l'usage de cet avion va être comptabilisé dans mon empreinte carbone. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on peut tout réduire, en fait. C'est juste une vision, une photo qu'on prend à un instant T. Ça, c'est le bilan carbone. La méthodologie ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est le fait que ça va devenir actionnable. En fait, le bilan carbone, jusque-là, c'était quelque chose qui était fait par les consultants. Ça coûte 1 000 € la slide. En fonction de la taille de votre entreprise, ça vous coûte entre 10 ou 50 000 €. Donc, je vous laisse faire le calcul pour le nombre de slides que vous avez. Format PDF, inactionnable. À la rigueur, vous l'imprimez et vous le mettez dans les toilettes. Ce que je disais tout à l'heure. Et ce qui change, c'est que ça devient actionnable. Et ça, c'est une vraie révolution. Ce qui devient actionnable, c'est les données sont mises en œuvre automatiquement, au fil de l'eau, en regard du système d'information de l'entreprise. Si tous les mois, je paye de la logistique, alors mon bilan carbone doit être mis à jour tous les mois. D'accord ? Le deuxième aspect, c'est que je vais donner les clés du pilotage du carbone dans l'entreprise. Donc je distribue le pouvoir dans l'entreprise aux personnes clés. Personnes clés égale ceux qui sont les plus proches des sources d'émissions de CO2. Et là, je fais juste pour préciser, mais là, grosso modo, tu es en train de présenter Sweep indirectement. C'est ça, en fait. Ouais. Et donc, sur cette partie bilan carbone, ce qu'on a besoin de faire, c'est de démocratiser en distribuant le pouvoir et qu'on arrête, en fait, de le laisser dans une tour d'ivoire à une seule personne qui vous appelle en fait, une fois par an pour vous dire combien de kilomètres vous avez fait. En fait, ça marche pas. Et grosso modo, quand tu dis distribuer le pouvoir, c'est-à-dire que, je prends un exemple, mais donc là, je suppose que tu décris comme un logiciel ou une application qui permettent à chaque collaborateur de voir les effets que ces décisions vont avoir sur les émissions de gaz à effet de serre de la société. C'est ça ou je me trompe ? C'est exactement ça, mais là, tu es déjà dans l'étape d'après, c'est-à-dire les effets de l'action, en fait. Et il est évident que tu es obligé de passer par la case mesure. Donc la collecte de données, elle doit être circonscrite au périmètre d'action de cette personne clé. Donc finalement, il y a une collecte de données qui doit être faite le plus proprement possible, dans un périmètre bien donné. Les achats, c'est vraiment clé, quoi. C'est une bonne façon de comprendre. Les achats pour une entreprise, en tout cas productiviste, entre guillemets, manufacturière, c'est clé, en fait. Et donc, il faut donner les clés aux achats pour qu'ils pilotent eux-mêmes leur carbone. Comment les achats peuvent connaître le carbone d'un de leurs fournisseurs, par exemple ? Alors ça, c'est le troisième point. D'accord. Dans la révolution du bilan carbone, il y a la distribution, on en a parlé, l'automatisation de la collecte de données pour pas aller éplucher à la main avec un crayon de papier et puis derrière mettre ça dans un Excel les factures de l'entreprise. Ça, c'est pareil, c'est en train d'être tué, ça. Et le troisième point, c'est comment je fais pour aller chercher les données de mon fournisseur. Et là, il y a une vraie révolution aussi. C'est la connexion entre les entreprises. En fait, on a pensé le bilan carbone comme un exercice autonome. Or, il y a une interdépendance des émissions, ça s'appelle le scope 3 en fait. C'est-à-dire mes émissions, la plus grande partie de mon empreinte carbone en tant qu'entreprise dépend de celle des autres. Et c'est génial parce que ça veut dire que tu es obligé de collaborer avec les autres, quoi. Donc ça remet une couche de coopération, ça tue l'individualisme en fait dans l'œuf et ça concrétise le fait que le changement climatique est un défi collectif. Et donc comment je fais ? Grâce à Sweep, je vais appeler littéralement mon fournisseur
pour qu'ils viennent nourrir mon bilan carbone. S'il a ces données, il les partage facilement avec moi. S'il les a pas, il peut venir dans Sweep. Il remplit un questionnaire pour avoir un scope 1 et 2 rapide. On extrapole pour le scope 3, ou alors il va encore plus loin, il fait carrément tout dans Sweep et il partage. En tout cas, vous avez au même endroit, dans une même place, toute une chaîne de valeur interdépendante, parce que la neutralité carbone d'une chaîne de valeur n'existe pas sans coopération. Donc là, quand on fait un bilan carbone, au bout d'un moment, on a évidemment le bilan. Donc on a les émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées sur une période donnée, habituellement 1 an. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Parce que quand on regarde un petit peu les objectifs de l'Union européenne, on voit qu'il faut diminuer de 50% en 10 ans, ensuite de 100% sur 30 ans. Comment je peux savoir en tant qu'entreprise par où commencer ? Est-ce qu'il y a des quick wins qui sont faciles ? Est-ce que c'est facile de décarboner ? Est-ce que c'est facile pour une société de décarboner de 25% dans les 5 prochaines années, par exemple ? Donc oui, il y a des victoires faciles. C'est les émissions directes. Si vous avez des sources de chaleur carbonées, fuel et compagnie, c'est le scope 1. Si vous avez une flotte automobile avec des gros SUV, c'est toujours le scope 1. La première des choses à faire, c'est de remplacer vos chaudières fuel par de l'élec, ou de la pompe à chaleur, en fait, et de remplacer votre flotte automobile thermique par de l'électrique. Donc ça, c'est facile, entre guillemets, ça demande de l'investissement, mais c'est facile à faire. Par ailleurs, sur le scope 2, la consommation d'électricité, alors en France, on est bien lotis, l'énergie est très basse, en fait, en termes d'émissions de CO2, mais si vous êtes en Pologne, l'autre quick win sur une usine en Pologne, c'est de se fournir en énergie bas carbone, versus le mix électrique polonais, qui est très carboné. Donc tout ça, c'est facile. Or, ça représente que 10% des émissions de CO2 en moyenne d'une entreprise. Ce qui compte surtout, c'est le scope 3. Et scope 3, vous touchez au business model et à la structuration du quotidien de l'entreprise. Si vous décidez, pas parce qu'il y a une crise Covid, mais si vous décidez de laisser les gens chez eux en télétravail 2 jours par semaine, vous allez réduire les transports domicile-travail et donc les émissions de CO2. Mais ça relève des RH, quoi, en fait. Donc c'est des prises de décision complexes. Si vous décidez d'arrêter d'importer du soja brésilien, mais plutôt de vous fournir en graines de lin françaises, il va falloir embarquer les achats, en fait, sur cette histoire, et ça demande du temps. Donc finalement, la mise en œuvre, il y a une graduation, en fait. Il faut commencer par les parties faciles. Scope 1, 2, c'est facile. Mais embarquer une chaîne de valeur et des fournisseurs, c'est compliqué. Donc ce climate journey, donc ce chemin climatique, en fait, il faut le concevoir comme une amélioration continue. Il ne faut pas se précipiter. Il faut commencer par ce qu'il y a de facile, toujours en ayant en vue l'étape suivante, quoi. Est-ce que toutes les sociétés qui font des bilans carbone ont justement cette étape suivante à l'esprit, c'est-à-dire qu'elles font tout un bilan carbone pour justement s'aligner à quelque chose ? Je ne sais pas si c'est s'aligner à l'accord de Paris ou s'aligner à la volonté de leurs investisseurs ou s'aligner à la volonté de leurs clients. Enfin, à chaque fois, c'est dans une optique vraiment de décarbonation ? Non. Non, pas du tout. En fait, la plupart des entreprises sont venus, je dirais, ces derniers temps. Encore une fois, je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Donc sur ce deuxième cycle de « OK, je prends des engagements et je vais commencer par faire un bilan carbone parce que je ne l'avais jamais fait », les entreprises le faisaient pour savoir ce qu'elles émettaient et cocher la case. Cocher la case, c'est important parce que c'est une photo de départ quand même. Le bilan carbone, je le précise, on se fout de la virgule, royalement. Il ne faut pas qu'on perde de temps à connaître les chiffres après la virgule, quoi. On veut connaître les grandes masses. Et ça doit nous permettre demain de savoir, nous consommateurs, nous clients, nous investisseurs, si l'entreprise a agi sur 2% de son empreinte carbone ou si en fait elle se pose la question sur le gros bloc qui représente 60% de son empreinte carbone. C'est ça qu'on veut savoir, c'est 2 ou 60. Donc la plupart des entreprises ont fait la photo, encore une fois pour l'encadrer,
elles ont payé des consultants, on leur a rendu un rapport, elles l'ont mis dans un tiroir, et voilà. Certaines ont commencé à mettre à jour elles-mêmes ce bilan carbone, donc elles ont embauché des experts carbone. Ça, c'est nouveau, hein. Il y a de plus en plus d'expertise climat et carbone dans les entreprises. Et ils sont en charge de mettre à jour ce bilan carbone. C'est la deuxième étape pour un bilan carbone. Maintenant, c'est hyper difficile d'avoir de la transparence sur l'évolution des émissions à périmètre constant. C'est-à-dire, est-ce que le bilan carbone qui a été fait il y a 4 ans, il a bougé, pas bougé, est-ce que ça a été réduit, quels ont été les investissements sur les hotspots, c'est-à-dire est-ce que vous avez changé votre cafetière ou est-ce que vous avez abandonné votre fournisseur de soja brésilien? En fait, on veut savoir ça. Donc c'est là où derrière ce mot-là, vous avez greenwashing, mais en fait, c'est pas le bon mot, quoi. C'est est-ce que le carbone est devenu stratégique pour vous ou c'est toujours une case à cocher? C'est ça la question à poser aux entreprises. Et d'ailleurs, c'est très facile de savoir si c'est stratégique ou pas. C'est la position de celui qui sait ou celle qui sait dans les COMEX. Est-ce que vous rapportez à un membre du COMEX? Est-ce que vous êtes vous-même sollicité régulièrement par la finance, la stratégie, la direction? Ou pas du tout? Si pas du tout, vous avez votre réponse en fait. Le carbone n'est pas un problème. Ils ont coché la case pour avoir une photo de leur émission qui va vite jaunir, mais qui ne sera pas fait pour être activée. Est-ce qu'aujourd'hui, toi tu vois beaucoup de... Donc tu réalises beaucoup de bilans carbone sur une multitude de sociétés. Est-ce que tu vois que les sociétés sont réellement en train de décarboner ou pas du tout? Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de diminution. Non, mais il n'y a pas de décarbonation. En tout cas, ces dernières années, quoi. Enfin, depuis 10 ans, mais on le sait très bien puisque les émissions augmentent. Il y a des secteurs qui déraillent complètement, quoi. Je veux dire, le transport et la construction déraillent complet. Donc il n'y a pas du tout de décarbonation. Et je me disais qu'avec ton outil, dans la mesure où les sociétés peuvent voir en temps réel leurs émissions, eh bien, elles vont pouvoir se dire, bon, bah là, attention, on a pris un engagement, comme tu le disais au début, il y a beaucoup de sociétés qui ont pris des engagements, et donc là, elles vont voir mécaniquement qu'en fait, elles ne sont pas du tout en train de suivre la courbe qu'elles ont annoncée. En fait, on a un problème chez Sweep, c'est que les entreprises qui signent et qui utilisent Sweep sont vouées à réduire. Et donc, l'engagement prend un peu de temps. Et donc, pour l'instant, on a une 30aine de clients. Et je peux vous assurer que dans 2 ans, ces entreprises auront réduit. Parce qu'elles auront mis en œuvre, visualisé, analysé tous les mois, comme vous analysez votre business, en fait. C'est-à-dire, le bilan carbone, il se faisait une fois tous les 3 ans. Vous vous rendez compte? La réglementation demande un bilan carbone tous les 5 ans. Donc comment ça peut être stratégique si on regarde simplement cet indicateur-là tous les 5 ans? C'est pas possible. Alors quand vous avez des dashboards, que vous avez pris des engagements publics, que vous avez embarqué 10 personnes clés dans l'entreprise, l'action s'est mise en œuvre en fait. Donc Sweep, par sa capacité à rendre visible l'action et sa capacité à rendre des comptes, à offrir la transparence, je le dis avec plein de bienveillance, mais les entreprises sont coincées, quoi. Elles sont coincées. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis les doigts dans Sweep, vous êtes parti pour réduire vos émissions. Je voudrais faire une toute petite précision. Il y a des entreprises dont les émissions doivent augmenter. Les entreprises qui remplacent des produits ou des services carbonés par des produits ou des services moins carbonés doivent voir leurs émissions augmenter. L'artisan qui isole les maisons avec des matériaux biosourcés doit émettre de plus en plus. Parce qu'il doit grossir de plus en plus. Donc parce qu'il doit grossir. Renault qui vend des véhicules électriques ou d'autres vont voir leurs émissions augmenter puisqu'ils doivent produire de plus en plus de bagnoles électriques. Si ces voitures électriques remplacent, et il faut qu'on en soit sûr, si elles remplacent des voitures thermiques,
alors les émissions du constructeur automobile vont augmenter, mais les émissions de ceux qui utilisent la voiture électrique vont baisser. Donc il faut souhaiter que les bons élèves voient leurs émissions augmenter. Ce qui veut donc dire qu'on a besoin d'un autre indicateur pour savoir la contribution positive de cette entreprise à la décarbonation de l'économie. Donc ça s'appelle les émissions évitées, c'est-à-dire comment j'aide les autres à réduire et comment j'en suis sûr. Et donc ça, Sweep permet de le faire aussi. Si demain, dans Sweep, vous avez le groupe La Poste et le groupe Renault, et que le groupe La Poste, comme il l'a fait, remplace 20 000 de ses véhicules thermiques par 20 000 véhicules électriques vendus par Renault, les émissions Scope 1 du groupe La Poste baissent, mais les 20 000 voitures qui auront été fabriquées par Renault font que le groupe va voir ses émissions augmenter. D'accord ? Donc on a besoin de ces deux indicateurs quand même pour connaître quel est l'impact positif des entreprises. Quand on regarde un petit peu les plans de décarbonation de l'Union européenne, si on schématise, il faut que tout diminue, que la société en règle générale diminue de 5, 6 ou 7% annuellement. Est-ce que c'est possible ? Ça on connaît, c'est l'équivalent d'un Covid. C'est l'équivalent c'est l'impact de la crise sanitaire chaque année, cumulé. Donc en fait, c'est possible puisque nous on va bien là. Enfin, je veux dire, le fait de moins voyager, parce que ça a surtout été ça l'impact, un peu moins produire. Finalement, on s'en sort pas trop mal. Enfin, moi, je suis heureux. Donc ça va aller, en fait. Ça prouve que ça va aller. Mais le défi, c'est celui-là. Il est monstrueux. Il demande un changement structurel, en fait. Donc la décarbonation, elle passe de toute façon par l'énergie. Hein. Donc on va tout électrifier, en fait. Hein. C'est pas trop compliqué. Là, vous faites un gros morceau, une grosse partie du chemin. On électrifie tout. Donc, il y a... Enfin, le scénario négawatt, il est bien pour penser la décarbonation. C'est qu'il y a de l'optimisation. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, si on parle de l'énergie. Il y a le développement d'énergie renouvelable en remplacement d'énergie plus carbonée. Donc là, vous développez de nouvelles façons de faire. Mais dans tous les cas, il y a de la sobriété, quoi. Il n'y a aucun scénario qui existe sans sobriété. Qui dit qu'il faut moins se déplacer, il faut moins manger de viande rouge, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dans la maison, etc., etc., etc. Et ça, pour moi, il n'y a qu'un seul sujet qui est valable à l'échelle individuelle, mais qu'on retrouve chez les entreprises, notamment avec le Science Based Target Initiative, c'est une forme de budgétisation des émissions. Le budget carbone nous permet d'être chacun libre dans notre espace. Donc si à toi je te dis que tu n'as plus que 10 tonnes à émettre dans l'année, bah tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de plus rien acheter, d'être VG et puis de te payer un aller-retour aux Bahamas, bah, finalement tu resteras dans tes 10 tonnes, quoi. Mais l'année prochaine ce sera 9, puis 8, puis 7, puis 2 en fait. Donc tu as intérêt de te dépêcher de prendre l'avion maintenant, profiter de ton budget, parce que ce sera moins possible plus tard, quoi. Alors de plus en plus, j'ai de plus en plus de mes copains qui viennent me voir et qui me disent t'as vu le prix du carbone, il est à $80, comment je peux en acheter, qu'est-ce que je peux faire, etc. Ils sont malins. Ça va. Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses que ça peut monter à $150 ? Comment je fais, etc. Ouais. Bon, tu vois, tu peux un peu expliquer aux gens ce que c'est que le marché du carbone ? Pour comprendre ce que c'est que le marché du carbone, il faut parler avant des prix du carbone. Donc, je te fais une big picture de ce que c'est que les prix du carbone. Le tout premier... et peut-être, excuse-moi, mais peut-être aussi les marchés, parce qu'il y a peut-être aussi différents marchés du carbone. Après, je te laisse... bien sûr. Yes. Donc la première façon de donner un prix explicite au carbone, parce qu'il y a un prix implicite qui est celui de la réglementation. Donc quand je dis que les voitures ne doivent pas émettre plus que 100 grammes de CO2 par kilomètre, et ou que tel nouveau bâtiment ne doit pas émettre plus que tant de CO2 par mètre carré construit, c'est une réglementation, et donc en fait implicitement je dis que le carbone est une pollution qu'il faut réduire. D'accord ? Ça c'est implicite. Sur l'explicite, les prix du carbone que je peux voir en fait quelque part, il y a d'abord la taxe carbone, donc c'est la fiscalité.
Donc chez nous, on a une contribution climat-énergie qui est à 45,60 €, il me semble, gelée depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui est à 120 € au Danemark. C'est quoi cette contribution climat-énergie? C'est la taxe carbone. Donc c'est une composante carbone. Tous ceux qui consomment des produits carbonés, notamment énergétiques. Donc quand nous, on fait le plein de notre voiture, on paye une partie de l'assiette de taxes. Il y a une petite partie qui est dédiée à la taxe carbone. Cette taxe carbone qui est à 45,60 €. Donc quand je dis n'importe quoi, mais si vous faites le plein et que ce plein va émettre 1 tonne de CO2, vous allez payer pour l'essence, et dans ce prix de l'essence, il y aura 45,60 €, l'équivalent d'1 tonne de CO2, que vous allez payer à l'État. Donc la taxe carbone, c'est l'argent qui va, c'est un impôt, d'accord, et c'est l'argent va à l'État, et l'État fait ce qu'il veut avec. Donc il fait ce qu'il veut avec, ça dépend en fait. Chez nous, la doctrine fiscale dit que l'État fait ce qu'il veut avec, mais il y a d'autres pays où vous savez à quoi va servir la taxe carbone précisément. En France, c'est l'équivalent d'une dizaine de milliards d'euros collectés chaque année, grâce à la taxe carbone. Et voilà. D'accord ? Donc la taxe carbone, c'est le premier prix du carbone explicite. C'est unilatéral, hein. Chaque pays décide de le mettre en place. Voilà. Le deuxième prix du carbone, c'est ce dont tu parlais, c'est le marché du carbone européen. Enfin, européen, chinois, nord-américain, chilien, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des ETS, Emission Trading System, sur lesquels interviennent les industries les plus émettrices du pays dans lequel est mis en place ce marché du carbone. En Europe, vous avez 50% des émissions européennes couvertes par ce marché du carbone, donc contraintes à reporter leurs émissions et à les réduire. On parle des producteurs d'énergie, d'électricité, les producteurs de ciment, on parle de l'aluminium, on parle de l'aviation, des producteurs de papier. Okay. Donc eux, ils sont déjà sous contrainte carbone. C'est-à-dire ils doivent rendre des comptes en termes d'émissions et ils doivent réduire de 2,2% par an, il me semble. D'accord ? Donc c'est le facteur linéaire de réduction. Et donc ça le dit bien, hein, c'est linéaire. Donc chaque année, vous devez réduire de 2,2% par an. Okay ? Ça, c'est le marché du carbone, le marché dit des quotas. Donc il y a une entité, en fait, un pouvoir régulateur qui est la Commission européenne, qui alloue des droits à émettre du CO2 sous forme de quotas. Et les entreprises concernées par cette contrainte, 11 000 sites physiques en Europe, doivent réduire leurs émissions au regard des quotas qu'on leur a donnés. C'est là où on retrouve un prix à 70 € la tonne aujourd'hui. Je crois que ça a baissé un peu, mais c'est là où on retrouve un prix à 70 €. Et donc là, ces 70 €, c'est si jamais une société va au-delà de son quota, elle doit payer 70 € à une autre société qui n'a pas été jusqu'à son quota. C'est bien ça ? Tout à fait, qui les aura pas utilisés en fait. Et donc là, il y a un marché libre qui se crée entre l'offre et la demande en fonction du nombre de quotas que donne la Commission européenne. Ouais, exactement. Et l'augmentation du prix du carbone, là, récent. Quand on dit prix du carbone, on pense souvent à ça en fait. Au quota d'émissions de CO2, l'augmentation du prix, elle vient principalement de la création de la rareté. Donc on parle d'une réserve de stabilité qui a été créée par la Commission européenne, qui a retiré plus de 800 millions de quotas d'émissions, créant de la rareté et faisant augmenter le prix du carbone. Après, ce prix du carbone, il dépend aussi des politiques énergétiques de l'Europe, il dépend du temps qu'il fait aussi. Si on a un hiver doux et qu'on a moins de demandes en énergie parce que moins de besoin de chauffage, il y aura moins de demandes. Donc vous avez des facteurs exogènes en fait qui impactent directement le prix du carbone. Et la diminution de 2% annuelle, c'est pas, tu parlais pas du nombre de quotas qu'il y avait. C'est en plus, ils sont sur un marché réglementé et il y a un engagement de diminution de 2%. C'est ça, c'est le volume. Le volume reste quand même... le volume est impacté quand même, c'est-à-dire qu'on leur en donne de moins en moins, mais vous avez des périodes d'allocation, d'accord, des programmes nationaux d'allocation des quotas, PNAQ en tout cas.
Et c'est l'entreprise qui doit réduire de 2,2% par an ses émissions. Donc on sait déjà que les quotas vont continuer à diminuer, c'est une évidence. Donc du coup, le prix, potentiellement, si les sociétés ne font pas d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, le prix va forcément augmenter. Est-ce que je peux participer à ce marché ? C'est une bonne question. Je crois que il te faut des agréments pour interagir sur ce marché. Je rigole parce que je pense à la série de Netflix en ce moment avec les vrais protagonistes de la fraude au marché du carbone qui ont acheté des quotas et qui ont empoché la TVA au passage, une fraude au carrousel classique en fait. Donc disons que c'est un peu plus cadré aujourd'hui. Tu peux pas juste pointer et acheter des quotas et les revendre. Il te faut un agrément quand même. Mais si tu crées ça demain, tu peux très bien te positionner en tant qu'intermédiaire. Donc tu as du gré à gré, mais tu as aussi des intermédiaires qui se positionnent pour trader des quotas en fait. Et c'est mauvais signe quand même pour les entreprises qui sont là-dessus. Enfin, 70 €. Il faut bien comprendre que 70 €, ça envoie un vrai signal un peu violent à l'entreprise qui émet du CO2. Jusque-là, le prix du carbone, il végétait quand même un petit peu autour de 10 €. Je crois que quand j'ai commencé à bosser là-dessus, en 2008, on était autour d'une vingtaine d'euros. Il y a le rapport Canfin Grandjean qui dit qu'au-delà de 40 €, ça devient... c'est un prix transformationnel, c'est-à-dire qu'en dessous de 40 € la tonne, l'entreprise peut, finalement, elle provisionne un peu. Et elle se dit que plutôt que d'investir dans la réduction, elle provisionne un peu, puis elle paiera son dépassement d'émissions. 70 €, ça commence à chatouiller, en fait. Et donc, finalement, c'est une super bonne nouvelle, quoi, ce prix-là. Reste qu'il faut que ce prix... il faut que ce prix reste élevé, quoi, en fait. Hein. Ça fonctionne tant que le prix est élevé. Et là, encore une fois, le marché du carbone est tellement dépendant de phénomènes extérieurs que la visibilité à long terme, elle est compliquée pour les entreprises, quoi. À l'inverse, une taxe carbone, c'est une croissance avec des marchepieds quand on a des crises comme les Gilets jaunes, mais au moins vous avez une visibilité à long terme sur le prix du carbone. Je continue sur les prix du carbone pour avoir la grande vision, d'accord ? Taxe carbone, quota d'émissions de CO2, prix interne du carbone. Donc une entreprise, encore une fois unilatéralement, peut décider de mettre en place un prix interne du carbone. C'est l'équivalent d'une taxe qui est donc soit une taxe interne en disant ça y est, j'ai fait mon bilan carbone, chacune de mes business units émet tant de CO2, je dis que la tonne va être à 30 €, je fais 30 fois le nombre de tonnes de CO2 émises par chaque business unit, je lève des fonds. Et avec ces fonds-là, j'investis dans de la réduction ou je soutiens des projets. Donc taxe interne. Ou shadow price, donc vraiment juste un prix du carbone qui me permet d'orienter. C'est-à-dire, ah tiens, si le prix du carbone était à 100 €, voilà ce que ça me coûterait. Et donc, ce projet-là n'est pas aligné avec une politique de décarbonation, d'accord ? Donc là, on a aussi un signal prix. Donc, taxe carbone, quota d'émissions de CO2 et prix interne du carbone dans l'entreprise, 3 signals prix. Le dernier prix du carbone n'en est pas un, c'est les crédits carbone. Le crédit carbone, ça n'a rien à voir avec un prix du carbone. C'est un produit, un coproduit d'une activité, d'accord ? Qui a un prix qui relève simplement du coût de revient, en fait, d'une tonne de CO2 réduite ou évitée sur un projet. Donc là, juste, je précise un petit peu, le crédit carbone, finalement, c'est ce que les entreprises peuvent acheter pour dire qu'elles compensent leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que j'émets tant par an, eh bien, je vais acheter des crédits carbone. C'est un petit peu ce qu'on peut voir pour certains produits qui dit voilà, je suis neutre en carbone parce que j'ai compensé mes émissions en achetant des crédits carbone. Donc je produis, j'émets 30 tonnes, j'achète 30 crédits carbone. C'est ça ? C'est exactement ça. L'origine, c'est Kyoto, le protocole de Kyoto, qui a créé le premier marché mondial du carbone sur les quotas, mais qui a créé aussi les mécanismes de compensation, qui donnait la possibilité aux entreprises
qui dépassaient leur plafond d'émissions, elle leur donnait le droit d'acheter des crédits carbone. Donc si toi, je te donne 100 tonnes cette année, donc non, on a dit 10. 10 tonnes et que tu en émets 12, le dépassement de 2, tu dois te mettre en conformité avec ce que moi je t'ai fixé comme budget. Donc on appelle ça le marché de la conformité aussi. Et ces 2 tonnes, tu peux acheter soit un quota, soit un crédit. C'est pour ça qu'on a parlé de crédit de compensation en fait. C'était pour compenser le dépassement d'un objectif. Le marché volontaire, c'est-à-dire l'utilisation volontaire de la compensation carbone, a fait déraper le mécanisme, puisque des entreprises non soumises à des budgets et à des plafonds d'émissions se sont dit « l'aubaine, en fait, je vais tout compenser, ça va faire 0 ». C'est-à-dire plutôt que de me fixer un objectif de réduction et de me dire que si je dépasse, je suis obligé d'acheter un crédit, et ben en fait je vais tout compenser, ça va faire 0 et ça va tout annuler. Et comme ça, même si j'augmente mes émissions, ça fera quand même 0. Et donc c'est ça le problème de base en fait. Le problème de base de la compensation, c'est l'utilisation des crédits carbone par l'entreprise. Juste avant de continuer, est-ce que tu peux juste expliquer un tout petit peu plus ce que c'est qu'un crédit carbone? Qu'est-ce que c'est qu'un projet derrière? Qu'est-ce que c'est vraiment quand on dit j'ai acheté un crédit carbone? On a acheté quoi? Le crédit carbone, déjà, je vais dire ce que c'est pas. C'est pas un droit à émettre du CO2. Le crédit carbone, c'est l'équivalent d'un bénéfice pour le climat généré par un projet. Donc ce bénéfice, il peut être de la réduction d'émissions, il y a un avant et un après, j'isole mieux ma maison, je rends ma cuve au fioul et je la remplace par une pompe à chaleur, je mets ma voiture thermique au rebut et je prends une électrique, il y a une réduction d'émissions de CO2, d'accord ? Ça peut être de l'évitement, c'est-à-dire que j'évite de déstocker du carbone qui a été stocké auparavant, la plupart du temps c'est de la préservation des forêts. Et troisièmement, je retire du carbone de l'atmosphère, et je le stocke le plus longtemps possible. Donc ça, c'est de la séquestration carbone. Réduction, évitement, séquestration. Dans tous les cas, un crédit carbone est généré par un projet, d'accord, dont l'objectif n'est pas de générer des crédits carbone. L'objectif, c'est de produire de l'électricité bas carbone, de rendre un système agricole plus résilient, de permettre à des gens d'avoir de la lumière chez eux, de permettre à des gens de boire de l'eau potable, d'aider à s'acheter un vélo électrique. On peut très bien imaginer. Donc, on parle de co-bénéfice, en fait. D'accord ? Donc, le projet qui génère un crédit carbone a une autre utilité première, d'accord ? Qui relève de l'agriculture, de l'énergie, du transport, de ce que vous voulez. Et il est bon pour le climat. Et comme il est bon pour le climat, il a le droit de mesurer ce bénéfice pour le climat, de le faire vérifier. Donc là, attention, il y a des méthodologies, il y a des systèmes d'audit, de reporting, c'est ultra complexe. Mais ce projet a le droit de dire qu'il est bon pour le climat, de dire combien il est bon pour le climat. Et le volume d'émissions de CO2 réduit, évité ou séquestré donne lieu à un crédit carbone qui peut être revendu. Pourquoi il est revendu ? Il est revendu pour aider à financer le projet. D'accord ? Donc un crédit carbone, la vente du crédit carbone doit aider à cofinancer un projet. Et là, ça dépend, ça peut être moins de 10%, 90% du projet qui est vendu, qui est financé par la vente de crédit carbone. Tout ça dépend du business model en fait du projet. Et ça, il faut le demander tout le temps au projet en fait. Quel est votre business model et quelle est la part de votre projet qui est couverte par la vente des crédits carbone. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'acheter un crédit carbone pour une société qui n'a aucune obligation aujourd'hui la majorité des sociétés n'ont aucune obligation d'acheter des crédits carbone. Non, aucune obligation, si ce n'est... Pourtant, les sociétés du CAC 40, elles en achètent beaucoup. Ouais. Et ben, à quoi ça sert ? En fait, ma première, ce qui me vient à l'esprit d'abord, c'est que les plus riches sur la planète aujourd'hui, individus et entreprises, le sont parce qu'elles ont beaucoup émis de CO2. Et soutenir un projet dans un pays en développement qui apporte de la lumière, qui permet à des gamins de bouffer le matin, on parle de ça quand même,
au Pérou, au fin fond de la Chine, qui permet de reconstituer de la biodiversité, c'est une forme de philanthropie climatique. Quelque part, tu pourrais poser la question pourquoi tu soutiens Oxfam ou Médecins du Monde, quoi. Pour moi, c'est la même question. Donc, ma première réponse, en fait, celle qu'on devrait toujours avoir à l'esprit, je suis désolé, je pousse un peu, mais il faudrait toujours avoir ça à l'esprit, c'est que toutes les entreprises les plus riches du monde devraient acheter des crédits carbone. Pas pour compenser leurs émissions de CO2. Donc ça, c'est la deuxième réponse, mais pour contribuer à l'amélioration du monde. Ensuite, la deuxième réponse, c'est pourquoi les entreprises le font. Elles le font pour être neutres. Et donc c'est là où ça dérape aussi. C'est qu'elles ont pris des engagements de neutralité, c'est-à-dire j'émets, je compense, ça fait 0, qui est une arithmétique qui est fausse, totalement fausse. D'accord ? D'un point de vue climatique, c'est faux. Pourquoi ? C'est faux parce que vous comparez... Alors déjà, il faudrait savoir ce à quoi on contribue. Est-ce que je retire du carbone de l'atmosphère ? Est-ce que j'évite ? Est-ce que je réduis ? Il faudrait avoir un équivalent parfait. Parce que neutre, ça veut dire 0, en fait. Il faudrait avoir un équivalent parfait entre les émissions d'un côté et la séquestration de l'autre, sachant qu'on ne séquestre pas pour 100 ans des émissions, c'est rare. Mais que par contre, le CO2 qu'on va émettre dans l'atmosphère, il va réchauffer pendant 100 ans. Donc, vous avez plein de raisons qui font que ces mathématiques-là ne fonctionnent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas cohabiter, quoi. On ne peut pas les sommer, mais on peut les faire cohabiter. Donc j'émets, mais je contribue positivement à des projets. Et l'erreur, ça a été et c'est l'héritage de Kyoto, c'est l'application en fait de la compensation telle qu'elle était imaginée par Kyoto, c'est-à-dire je dépasse mon plafond d'émissions et je compense et je suis à niveau. Appliqué à toute l'entreprise, finalement c'était trop simple, quoi. Et ça nous a mené à une avalanche d'engagement vers la neutralité carbone qui se concrétise aujourd'hui, début 2022, où le marché vient de passer le milliard, là en 2021 vient de passer le milliard de revenus, où les prix prennent 20%, des crédits carbone prennent 20% en 2 ou 3 mois, et où les entreprises disent « Ok, j'ai dit que je serais neutre, donc il faut que je compense ». Donc, le marché explose, mais c'est le moment aussi où il faut réajuster, quoi. Et on a un client chez Sweep qui est un bon exemple parce qu'il y a 2 ans, il a pris l'engagement de neutralité carbone. Et aujourd'hui, il achète des crédits avec beaucoup de sens. C'est-à-dire, je suis présent, j'achète des crédits dans les pays dans lesquels je suis présent. Je soutiens des projets qui répondent à des enjeux climatiques et sociaux de ces pays-là. Et je ne vais pas planter des arbres où il y en a déjà, en fait. Voilà, c'est surtout ça le truc. Et je communique différemment. Et communiquer différemment, c'est ça, c'est un nouveau cycle aussi dans la communication, c'est que je communique différemment parce que je suis capable maintenant d'aller un peu plus loin parce que mon public, c'est-à-dire les consommateurs, mes parties prenantes, mes investisseurs, en fait, savent maintenant ce que c'est que le climat et ils sont capables d'entendre que je contribue à la neutralité carbone versus j'aimais plus rien du tout, quoi. Ce qui est faux. Et donc, vous, chez Sweep, vous faites des bilans carbone, vous faites des trajectoires carbone. On permet la mise en œuvre des actions de réduction et la traçabilité de cette réduction. Vous ne conseillez pas sur comment... Non, en fait, c'est assez logique. Quoi, de toute façon. Ouais, c'est assez logique de savoir où il faut réduire, mais surtout, non, on n'est pas un cabinet de consultants, donc on ne fait pas ni d'établissement de cible de degrés, ni de stratégie de transformation, on ne fait pas ça. Donc vous faites des bilans carbone, et comment justement vous intégrez ces crédits carbone ? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre... on doit appeler ça un logiciel ou dans votre application ou c'est... Est-ce que vous conseillez aussi, tu parles de ton client, est-ce que vous conseillez aussi sur des crédits carbone achetés ? Oui, là-dessus on conseille parce que le conseil est rare, en fait, sur quel est mon plan stratégique de compensation. D'accord ? Donc oui, on conseille. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne la possibilité aux entreprises de simuler des portefeuilles. D'accord ? Et comme
tu book 10 mots quand tu as envie d'avoir une démonstration de l'outil, tu peux request, tu peux demander si ce portefeuille tient la route. Un portefeuille de projet. Donc, ils nous envoient une demande de portefeuille et nous, on intervient à ce moment-là en les conseillant sur le type de projet qui a été choisi, sur l'adéquation avec leur secteur d'activité, leur pays de présence, les enjeux locaux, la contribution aux objectifs de développement durable. D'accord ? Et toutes ces variables font qu'on arrive à un portefeuille, je sais pas, d'une dizaine de projets. On parle de 10 projets pour un volume je sais pas, à partir de 150 ou 200 000 tonnes. C'est bien d'avoir 10 projets. Tu diversifies le type de projet, les localisations. Les prix sont tous différents. Ça va de 2,50 € à 50 € pour un projet sur de la grande culture en France. Et donc, on conseille à plusieurs niveaux l'établissement du portefeuille. La transparence, donc c'est vraiment un mot-clé. Et là, moi, c'est un des trucs qui me met en rogne, c'est que ces 10 dernières années, tous les intermédiaires se sont gavés. En fait, c'est un produit, encore une fois, le crédit carbone, c'est la marchandisation de la contribution à la lutte contre le changement climatique. Donc, qui dit marchandisation dit opacité, en fait. Mais on parle de gens qui ont besoin de lumière chez eux. On parle de gosses qui doivent aller à l'école. Au GRS, on bossait en Afghanistan sur des écoles qui permettaient d'ouvrir toute l'année, en fait. Et donc, l'opacité qui a régné sur ce marché-là a résulté en un partage inéquitable de la valeur des crédits carbone. Ça, nous, on l'attaque en étant totalement transparent sur notre marge, qui est de 10%, qui fait tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le conseil, et puis le pilotage de toute la relation pendant un an. Tout est dans le logiciel, donc il y a un espace dédié digital où tout est visible, et notamment les porteurs de projets, parce que c'est eux qui font le job, c'est pas Sweep, quoi. Et donc on prend 10% pour agréger le portefeuille, piloter toute la contractualisation et gérer toutes les relations. Donc oui, on conseille, et il y a besoin de conseils aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois dans l'univers de la finance, des banques, des assurances, des sociétés de gestion, et puis tout ce dont on vient de parler, de décarbonation, de bilan comment se placent les banques selon toi, ou le secteur financier par rapport à tout ça ? La question des banques, c'est le scope 3 en fait, de toute façon. Ce que je vois moi aujourd'hui, c'est que certains grands acteurs de l'économie mondiale ont un pouvoir, c'est d'être le partenaire numéro 1 de la décarbonation de leurs clients. Donc là, on va citer Schneider. Schneider Electric a décidé d'embarquer dans leur projet zéro carbone. Ils ont décidé d'embarquer 1000 de leurs fournisseurs. On peut parler d'EDF qui se positionne dans les territoires comme un partenaire de la décarbonation. Et évidemment, les organisations financières sont clés là-dessus. Et elles sont responsables de leur investissement. Donc, il y a 2 aspects que je vois. Le premier, c'est la mesure de leur investissement, donc de leur portefeuille. C'est-à-dire, comment je fais pour investir au bon endroit et comment je fais pour m'assurer que mon portefeuille d'investissement est aligné avec un monde à 2 degrés. Donc, comment je désinvestis et comment je mets ça au bon endroit. Voilà. Donc ça, il faut faire remonter de la donnée. Comment j'oriente également, pas forcément. Comment j'oriente, exactement. Donc, et c'est lié au deuxième point, mais comment je fais remonter cette donnée. Et le deuxième point, c'est en fait comment je les aide à avoir cette donnée-là. Parce que si j'investis dans une entreprise qui n'est pas du tout familière du carbone, mais qu'au moment où j'investis, je lui dis par contre, je vais te soutenir, je vais investir chez toi, mais il faudra que tu aies fait ton bilan carbone et que tu me prouves que tu es bien aligné 2 degrés. Si tu es aligné 3 degrés aujourd'hui, il faut que tu me prouves comment tu vas faire pour être aligné 2 degrés. Sinon, j'investis pas. Et le pouvoir, il est monstrueux, en fait. Monstrueux. Et donc, ce qu'on commence à voir, c'est des banques qui commencent à prendre conscience de ce pouvoir-là et qui deviennent, en fait, des guides de la décarbonation. Et évidemment, Sweep se positionne comme un outil de la boîte à outils de ces entreprises, de ces banques, en fait.
Et donc, c'est sur la table parce que ça peut les aider, ça peut aider en fait des entreprises à se décarboner. Donc toi, je pense qu'on l'a compris, maintenant tu es un spécialiste du carbone. Est-ce que tu vois, est-ce que tu raisonnes en termes de carbone constamment ? C'est un peu une question vraiment personnelle, mais est-ce que quand tu prends un transport plutôt qu'un autre, tu te dis, tiens, là c'est X grammes, si tu manges un truc chez quelqu'un, ou en te disant, ah non, il ne faut pas que je mange ça parce que c'est vraiment affreux sur mon bilan. Est-ce que ton logiciel est un logiciel carbone ou tu arrives à t'en détacher ? Je suis en dissonance cognitive permanente. Bah ouais. Donc ça veut dire que je l'ai toujours à l'esprit, parce que de toute façon, je me nourris de ça 24 heures sur 24. Je suis beaucoup sur Twitter et pour m'informer en fait sur ce sujet-là. Je suis peu de monde, mais je m'en sers pour le climat. Et en fait, au bout de 12 ans de quotidien dans le climat, je pense qu'il faut vraiment être un peu optimiste, quoi. Il faut avoir un fond d'optimisme. Sinon, on ne peut pas bosser là-dedans, c'est pas possible. Ou alors, on ne comprend pas ce qu'on lit, quoi. Donc, forcément, dans mon quotidien, oui, je le transpose, je me questionne beaucoup. Et ma dernière révélation, en fait, c'est que c'est aux riches de faire le plus gros effort, quoi. Si on doit acheter une machine à laver à 1 000 € qui va vous tenir 80 ans, il faut le faire. Si on doit acheter une bagnole électrique petite ou hybride, en tout cas le nouveau produit qui permet de réduire les émissions, il faut le faire. C'est aux riches de faire l'effort, quoi. Voilà. Mais oui, je suis en perpétuel questionnement. Personne n'est parfait, en fait. Hein. Juste un mot là-dessus. J'ai des amis très proches qui sont le parrain et la marraine de mes enfants. Ils sont à 2 degrés. Ils sont même 1,5 degré compatibles, en fait. Il fait pas chaud chez eux, là ? Non, ils consomment pas beaucoup d'eau. Ils ont fabriqué leur propre peinture. Ils ont un téléphone fixe. Ils mangent peu de viande, mais ils en mangent quand même. Je veux dire, on peut très bien être 1,5 degré et manger de la viande. Je veux dire, mais ils prennent évidemment plus l'avion. Enfin, on sait ce qu'il faut faire pour devenir parrain ou marraine de tes enfants. Je les ai choisis parce que je serais jamais comme eux. Voilà. Merci beaucoup Renaud pour ce moment. C'était passionnant tout ce que tu nous as raconté et à très bientôt. Bon courage dans ta nouvelle aventure, entre guillemets nouvelle, avec Sweep. Merci pour l'invitation. Merci encore Renaud pour ta participation à ce podcast. Merci d'avoir expliqué clairement des choses qui sont au premier abord très complexes. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton aventure chez Sweep et dans ton combat pour le climat. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour le recevoir automatiquement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.